Aujourd'hui, en deuxième partie de notre discussion avec Denis Côté, on va parler de l'importance de la posture du professionnel de l'approvisionnement. Comment on peut asseoir cette posture-là? Qu'est-ce que ça prend en comportement, en attitude? Qu'est-ce que ça prend aussi en qualité humaine pour bien réussir dans ce domaine-là? Mais on va parler aussi de sujets intéressants comme la relève, comment on attire les jeunes à nos métiers en approvisionnement. Et on va parler aussi un peu de recrutement, comment solliciter des candidatures qui sont à l'extérieur de notre boîte et de notre pattern habituel. Donc, vous ne voulez pas manquer cet épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Denis Côté, on continue notre conversation. Oui. Notre deuxième partie. Denis, 40 ans d'expérience en approvisionnement dans l'industrie minière, mais surtout dans le mentorat, dans le coaching auprès des organisations qui veulent bien structurer leurs fonctions à pro pour tirer les pleins avantages. Le deuxième sujet qu'on a à discuter ensemble, je sais que c'est un sujet important pour toi, l'aspect humain, l'aspect développement individuel aussi. Ouais. Derrière un professionnel de la pro, il y a un être humain qui veut faire de son mieux pour aider puis contribuer au maximum. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est l'importance de la posture du professionnel de l'approvisionnement. On n'en parle pas souvent de ça. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça en prend une. Et surtout, maintenant, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Et juste avant qu'on aborde ce sujet-là, je voulais juste rappeler une petite définition que j'ai trouvée. Il pourrait en avoir probablement 1 million d'autres, mais la posture du professionnel englobe l'ensemble des comportements, des attitudes et des compétences qui définissent notre présence et notre image dans notre milieu de travail. Bien dit. C'est bien ça pareil. Oui, absolument. C'est ça pareil. Puis on doit constater que l'approvisionnement et ses professionnels ont, depuis un certain temps, un certain problème d'image. On va en parler tout à l'heure, des perceptions autour de ça. La pandémie a aidé un tantinet à mettre un peu en valeur la chaîne d'approvisionnement en son général, mais surtout pour ce qui allait plus ou ce qui était brisé dans la chaîne, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là de la posture et qu'on arrive à expliquer, que tu nous partages, que tu as constaté aussi dans les organisations qui sont performantes, quelle place prend le professionnel de l'approvisionnement? Quelle place il prend et quelle place il devrait peut-être prendre pour mener une petite barque avec plus de succès. Mais quand la définition, je l'ai aimée, hein, c'est bon parce que c'est pas compliqué, là, c'est très simple. Ouais. Mais tu sais, on parle d'attitude, comportement. Tu sais, au travers des années, on a souvent été vu, l'approvisionnement, comme le policier ou celui qui mettait des règles ou qui mettait des... qui donnait les PO. L'empêcheur de tourner en rond. C'est ça. Et tu l'as dit, celui qui aimait le PO. Oui. C'était comme ça qu'on nous définissait. Et finalement, on a aussi participé à ça, parce que c'est ce qu'on faisait. mais tu sais, on est beaucoup plus que cela. Tu sais, on en parlait dans la première partie. Tu sais, on a un rôle à jouer qui est primordial à l'intérieur de l'entreprise. Mais si nous, on y croit pas, tu sais, on parle d'attitude, là. Tu sais, moi, j'ai toujours pour mon dire que l'attitude, ça vient de toi-même. Donc, c'est ce que tu as appris. C'est un choix. L'attitude, c'est quelque chose qu'on choisit. Absolument. Tu sais, tu te lèves le matin, ça va pas bien. Ou bien, tu te lèves le matin, ça va bien. Puis dans la journée, il va arriver des problèmes. Mais ça continue à aller bien pareil, malgré qu'il arrive des problèmes. Donc, ton attitude, tu peux la choisir exactement. En tant qu'approvisionneur, tu peux avoir l'attitude de dire, je suis un pivot central. Je suis celui qui va pouvoir aider les clients à l'interne. Je vais les faire grandir. Je vais les aider à grandir. Je vais les aider avec des nouvelles façons de faire, des façons meilleures de s'améliorer, des nouveaux prix, des nouveaux fournisseurs. On a un rôle capital pour pouvoir
apporter ça aux clients à l'interne. Si on leur laisse faire cela, on parlait dans la première partie comme quoi on ne globalise pas, travaille en silo, mais on se ramassait que l'électricien, le chef électricien ou le chef opération ou le chef maintenance ou le chef ingénieur va tout avoir ses façons de faire, ses meilleures façons de faire, parce qu'on est tous comme ça, là, tu sais. Notre rôle de pouvoir globaliser ça, démontrer l'avantage de faire cela. Et je reviens à ce que je disais au début, si nous, on y croit pas, c'est très difficile à faire. Faut assumer ce rôle-là. Oui. Il faut s'y plaire dans ce rôle-là aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peut-être un peu décroché après un certain nombre d'années de fonctionnement d'une certaine façon. Ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde de se réapproprier peut-être certaines nouvelles façons de travailler. Mais il y a un gros avantage, il y a une belle satisfaction aussi, donc il faut y croire. Donc, si on essayait d'énumérer, donner ensemble les effets positifs de ça, assumer sa posture, comprendre qu'on a un rôle à jouer, j'ai envie tout de suite d'aborder la question de la stratégie. Mm-hmm. Est-ce que la fonction approvisionnement, selon ce que tu vois, est suffisamment représentée dans les comités de direction ou dans les unités plus stratégiques, soit de planification à l'interne? Ça dépend des entreprises. Donc, je pense que ça s'est amélioré. Il ne faut pas voir ça juste négatif. Au contraire, je pense que ça s'est amélioré dans certaines entreprises. Donc, tu as des vice-présidents approvisionnement maintenant qui sont assis au conseil d'administration, bien encore dans la direction pour pouvoir établir les visions. Mais quand tu prends des entreprises plus petites, soit PME, soit de moyennes entreprises, souvent, non. Souvent, on revient encore à l'acheteur qui est là, puis on va lui apporter tout qui est fait, puis mets-moi un PO sur cela. Ou bon, appelle le fournisseur, j'ai déjà parlé avec le fournisseur, j'ai déjà reçu la soumission, tiens, vas-y, puis place le PO. Souvent, on fait encore cela dans nos entreprises. Et souvent, ce sont les dirigeants qui font ça encore aujourd'hui. Oui, la plupart du temps, c'est comme ça. On réussit à l'établir au niveau opération-département. Alors, on travaille avec eux, puis ils viennent nous voir, puis donne-moi un coup de main, je vais aller parler au fournisseur, si c'est correct, si je l'appelle, puis après ça, je vais t'envoyer, je vais m'assurer que tu as une copie. On travaille ensemble. Mais tu as raison, quand on tombe souvent à la direction, et la raison pourquoi on en parlait un peu de cela, la raison pourquoi c'est comme ça, si on y pense, un homme ou une femme qui a parti son entreprise, c'est son bébé, sa façon de faire. Il a réussi à tout faire, puis à l'amener au niveau où elle est, par sa force de travail, par ses négociations, par qui il connaissait. Ses efforts. Oui. Puis là, donner ça à quelqu'un d'autre puis dire, toi, tu vas aller faire des négociations. Pour moi, c'est pas facile. Non. Et il y a deux choses. Il y a ce qu'on vient de dire qui n'est pas facile, puis il y a aussi une question d'orgueil. Tu sais, c'est moi qui est le chef de l'entreprise, c'est moi qui ai les contacts, puis c'est moi qui représente l'entreprise. Mais si on peut voir ça différemment, si on est dans sa chaise, que l'approvisionneur ou l'acheteur est là pour nous aider à se dégager, est là pour nous aider à établir des standards. Parce que l'acheteur, son rôle va être de toujours faire la même chose. Effectivement. Avoir des standards de négociation, des standards de contrat. C'est son rôle de pouvoir faire cela. Des standards, comment on approche le fournisseur, de s'assurer que les appels d'offres sont faits et sont respectés. Nous, en tant que... Pardon, quand je dis nous, c'est parce que j'ai mon entreprise, mais nous, en tant que directeur dans l'entreprise ou propriétaire de l'entreprise, on ne pense pas à tout ça. On aimerait penser à tout ça, mais on n'y pense pas. Peut-être qu'on se sent aussi... le témoignage de certaines personnes que j'ai entendues, moi, c'était, au niveau des dirigeants, là, c'était comme une responsabilité qui se donne d'être le porte-parole pour des enjeux importants, même sur le marché des fournisseurs. Ouais. Puis souvent, on décortique un peu la situation, puis jusqu'à un certain point, on comprend. Là. Il y a comme un attachement, tu veux véhiculer le message de ton organisation, etc. La façon de décortiquer aussi, souvent, c'est par test. Hein? On fait des petites transitions, puis à un moment donné, on est en confiance, mais c'est de dire aux dirigeants de laisser ses responsables à pro faire le travail de terrain, mais d'être présent quand il s'agit d'une rencontre qui compte. Absolument. Donc là, le responsable approvisionnement a aussi, lui, un bénéfice à tirer de son dirigeant qui vient s'asseoir dans le cadre d'une discussion finale sur quelque chose pour apporter un peu son support. Je pense qu'il y a une façon de travailler en équipe qui est bien perçue par les fournisseurs en général, puis qui peut permettre un peu à tout le monde de faire son travail. Tu sais, les fournisseurs, ils vont s'adapter à ce que tu vas décider.
tu es le client. Alors, si à l'interne, c'est le patron qui négocie, puis c'est comme ça que ça fonctionne, bien, ils vont aller directement au patron. Ils vont bypasser l'acheteur. Mais si le patron dit, non, tu vas passer par le département des approvisionnements, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici, ils vont passer par là. Ouais. Ils ne bypasseront pas, mais ils vont aller selon... Alors, on revient à ce qu'on avait déjà discuté aussi ensemble une fois. On disait qu'il faut que tu puisses être bien organisé pour pas que les gens t'organisent. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Si tu sais c'est quoi tes standards, c'est par où que ça passe. C'est par les étapes, puis ceux qui participent. Et que tu le communiques aux gens à l'extérieur, aux fournisseurs, aux entrepreneurs, aux contracteurs. Voilà comment ça fonctionne quand vous voulez travailler avec nous. Nous, on va pouvoir, de cette façon, s'assurer que les standards sont respectés. Ça, c'est la première chose. On va aussi pouvoir choisir les fournisseurs. Parce que ceux qui ne veulent pas travailler selon nos standards, ben, tu ne veux pas travailler avec eux autres. C'est un bon point. Et c'est la même chose sur l'autre côté. Je veux juste rajouter, au niveau fournisseur, si tu as des standards, toi, vraiment bien établis, et que tes clients ne veulent pas rien savoir des standards que toi, tu as établis, tu ne devrais pas travailler avec ce client-là. Et souvent, les fournisseurs vont dire, ben non, je veux tout avoir les clients que je peux pour être sûr que j'ai le volume que je veux pour pouvoir venir qu'à faire de l'argent. Ouais. Mais non, tu veux travailler avec des gens qui pensent comme toi. Tu veux, oui, aller en dehors de la boîte que tu es habitué pour pouvoir t'améliorer. Mais pas au détriment ou pas faire de compromis sur ses propres exigences. Il y a certains standards qu'il n'y a pas de compromis. Oui, puis dans les standards, tu sais, j'entends derrière le mot, là, c'est gouvernance aussi. Oui, absolument. On veut de l'éthique, on veut une gouvernance aussi. Voilà. Ça, c'est toujours bien perçu sur le marché des fournisseurs, même si au début, ça déstabilise certains un peu quand il y a des nouvelles règles, mais c'est toujours positif. Denis, on a parlé de la définition tout à l'heure, d'avoir c'est une véritable posture professionnelle, des attitudes, des comportements, des compétences. Que dirais-tu doit être sur la liste de nos professionnels d'approvisionnement aujourd'hui pour assurer ces belles postures-là? C'est drôle, hein? Souvent, tu entends ça au niveau coaching puis tout cela, là, mais c'est vrai. C'est l'écoute. Tu sais, on a dit dans le premier balado, on disait la communication au niveau approvisionnement est importante. Mais moi, je veux dire, l'écoute est encore plus importante. Si tu veux savoir ce que ton client a besoin, c'est quoi ses émotions vis-à-vis d'un problème, comment lui voit qu'il va régler son problème, quelle expérience qu'il a. Tu sais, il y en a qui ont 20 ans d'expérience, sont assis devant toi. Là. Toi, tu es un nouvel acheteur, tu as peut-être 12 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience. Tu as besoin d'écouter la personne qui est en face de toi. Elle va te partager, lui, comment il voit cela, ses solutions. Au lieu d'arriver que ce soit nous qui arrivons et dire, ben voilà, moi, je vais te dire comment faire. J'ai la solution. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé... Là, bien des années, j'étais jeune. Là, je venais de rentrer dans le département des approvisionnements. Puis, on était à une compagnie minière dans le nord du Québec. Puis, un fournisseur vient me voir, puis là, il me propose des nouvelles, il appelle ça des drills sous terre. C'est des foreuses pour pouvoir faire, dans le temps, on faisait ça à la main. Alors, c'était pas fait avec des machines comme aujourd'hui, mais à la main. Et on perçait des trous pour pouvoir aller mettre des bâtons de dynamite. Là, fait que là, il arrive avec une nouvelle, faire une longue histoire courte, il arrive avec une nouvelle machine qui était vraiment extraordinaire. Puis moi, j'étais vraiment impressionné parce que c'était beaucoup meilleur que ce qu'on avait. Alors, je voulais aider mon directeur de la mine sous terre. Fait que j'ai dit, parfait, peux-tu m'en laisser 6? Laisse-moi-en 6 de ces machines-là. On va les essayer. Puis si ça fonctionne, bien, on va regarder pour plus tard à remplacer ce qu'on a. Sans en parler avec mon directeur de la mine. Fait que j'envoie les 6 machines sous terre pour pouvoir faire... Je parle avec les assistants qui travaillaient pour lui pour pouvoir essayer les machines. Et ça a pris à peu près 2 jours et demi, 3 jours, maximum 3 jours. Les machines étaient tous revenues. Dans le temps, j'étais en charge... Détruites? Oui, j'étais en charge des entrepôts. Donc, ils sont arrivés dans l'entrepôt, tout détruites. J'en revenais pas. Je dis, ben voyons donc, tu sais. Fait que là j'ai Qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là? Ben là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je parle au directeur de la mine pour essayer de savoir c'était quoi. Puis là, les autres voulaient pas me le dire parce que le directeur de la mine avait réagi. Puis là, quand il a vu arriver les machines, mais moi, je l'avais pas su. Fait que là, je vais le voir. Très piteux, tu sais, sachant probablement qu'il va me dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a dit. Puis il dit, tes machines, il dit, ils n'ont pas fait longtemps, hein? Fait qu'il dit... Ça sentait le sabotage. Ouais. Fait que, finalement, la personne voulait me démontrer, si tu m'en aurais parlé, peut-être que ça aurait été extraordinaire. Peut-être qu'on les a déjà essayés, ces machines-là, puis ils n'ont jamais fonctionné bien. Il y a peut-être une histoire derrière ça. Oui, tu sais, mais je me suis pas attardé à ça du tout. Donc, je me suis pas assis avec la personne qui était devant moi, qui est mon client, pour l'écouter. C'est vraiment ça. Et c'est une leçon que j'ai gardée toute ma vie. Encore aujourd'hui, petit problème, gros problème, petit projet, gros projet, un PO, juste un PO.
il y a un client devant moi. Ouais. Je vais m'asseoir avec le client, puis faites-les pas, et je le fais pas, par email. Ne faites pas ça par écrit. Allez voir la personne. Allez vous asseoir avec elle. L'humain... On perçoit beaucoup de choses. Oui, le non-verbal, tu sais, il aime ça, il aime pas ça. Toi, t'es mal à l'aise, t'es pas sûr, t'as des doutes, il va le sentir. L'humain reste en ça. Le 6e sens, là, c'est là qu'il se passe. Tu peux pas mettre ça dans un courriel. Impossible. Alors, souvent, on arrive, on envoie un courriel. « Hey, j'ai vu une telle machine, une nouvelle... » Puis on envoie un courriel. Ça fera rien. Et si jamais ça fait quelque chose, ça ne sera jamais solide. Ça ne sera jamais du long terme. Mais écouter le client, savoir ce qu'il pense, ses émotions, lui voir comment on va réagir. C'est vrai, crainte aussi. Hein? Souvent, on n'anticipe pas, mais il peut y avoir des craintes par rapport à des choses très, très valables. Absolument. Fait que ça, c'est la base. On revient à la question que tu me demandais. Oui, on commence par quoi? Moi, je dis écouter le client. Et quand tu commences avec ça, tu englobes tout le restant. Le service à la clientèle va embarquer dans ça. Après, tu vas voir de quelle façon tu peux l'aider en dehors des heures du travail. L'humilité, mettrais-tu ça là-dedans? L'humilité. Tu sais, on est souvent vu, comme je disais tout à l'heure, le policier, là, tu sais, mais... On a un rôle très important, mais il ne faut pas s'enfler la tête avec ça, là. On est au centre, c'est vrai, mais ce n'est pas nous les plus importants. On n'est rien si on n'a pas tous les autres départements. On n'est rien si on n'a pas un client qui vient nous voir pour un besoin. On n'est rien si on n'a pas les finances qui payent les factures pour que le fournisseur vienne. Tu sais, tout s'enchaîne. Ouais. Alors oui, on est au centre, mais en même temps, on n'est rien. Alors, en tant qu'approvisionneur, c'est une superbe de belle façon de travailler et même une passion qu'on peut avoir pour cet emploi-là. Mais en même temps, c'est l'humain qui est derrière cela qui devrait avoir cette passion-là. Et en tant qu'humain, on devrait être humble du travail qu'on fait en tant qu'approvisionneur. Puis du respect du travail des autres aussi, qui sont là depuis un certain temps, qui peuvent avoir quelque chose à apporter aussi à notre réflexion. Mais c'est des excellents points, effectivement. Donner crédit aussi. Hein? Oui. Ça, on le fait peut-être pas assez souvent en général, je trouve. D'accord. Beaucoup de fonctions font des projets avec d'autres groupes ou d'autres intervenants. Puis je trouve qu'on n'est pas toujours très bon à... Oui, on a travaillé, on a réussi grâce à un tel. Voici ce qui a apporté. Je pense que ça, il faut le faire beaucoup. Tu sais, nous, on est là en train de présenter ou en train de donner le rapport ou faire la présentation PowerPoint. On est là. On l'a déjà, la gloire. Ils nous ont donné l'occasion d'être... Le restant, on n'est pas obligé de dire, ben, nous autres, on a trouvé cela, puis moi, j'ai trouvé cela, puis moi, j'ai réussi à faire cela. Non, comme tu viens de mentionner, Claude a réussi à me donner cette information-là, puis Caroline est revenue. Grâce à... Puis, c'est grâce aux autres. Puis souvent, on tombe aussi dans un petit sujet parallèle, mais tous les projets qui sont multifonctions, là, comme on les appelait les cross-functional dans les entreprises où j'étais. Là, on travaillait avec des gens éclatés, qui pouvaient être même éclatés géographiquement, qui étaient dans d'autres types de fonctions. Et j'ai toujours dit, il faut être sensible au fait que ces gens-là, ils font en plus de leurs responsabilités habituelles quand ils participent à des projets comme ça. C'est ça. Donc, d'autant plus reconnaître l'effort qu'ils mettent à ce que ça marche. Absolument. Et puis, c'est là qu'on développe les vraies relations durables aussi. Parce qu'après, quand on en a un projet, là, ils s'en rappellent comment est-ce qu'ils ont été traités dans le premier. Puis ils vont dire, moi, je veux travailler avec lui. Exactement. Ou avec elle. Ça, c'était ma norme de succès quand les plus récalcitrants venaient me dire, c'est un autre projet qui démarre, oublie pas, j'aimerais s'embarquer. Voilà. Là, c'est comme, OK, il y a quelque chose qu'on a fait comme il faut. Là. Ça a marché pour différentes raisons. Exactement. On parle de communication. Peut-être un truc aussi auquel on pense pas assez souvent, c'est d'adapter son langage selon la personne à qui on parle. Je dis toujours, quand on parle aux opérations, ils veulent pas entendre parler des affaires de finance. Puis finance ne veut pas entendre parler des affaires de la production ou de la maintenance. Donc ça, c'est important, ça, Denis, adapter son niveau de langage. Très, très important. Tu sais, comme l'exemple que tu viens de donner est bonne. Si tu présentes quelque chose à la direction, ils veulent pas tout avoir les petits détails. Eux autres ont une vision d'entreprise, de faire marcher l'entreprise. Si tu arrives et que tu présentes de quelle façon tu vas contribuer à la vision ou à ce qu'ils veulent faire, tu n'es pas obligé d'aller dans le détail. Le détail, tu le sais, tu en as parlé avec ton client à l'interne, avec le fournisseur avec lequel vous allez faire votre travail. Mais vous arrivez, vous mentionnez, voilà ce qu'on va en gros faire
faire, on va arriver dans le temps, on va arriver dans les coûts, puis on s'assure d'avoir le meilleur fournisseur pour travailler avec nous. C'est un partenaire qui va nous aider à réussir à faire ce que vous avez besoin, monsieur ou madame. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu t'aperçois que les petits détails, c'est toi qu'il faut qu'ils les règlent. C'est toi, avec le client à l'interne, qui vont s'assurer que ces petits détails-là vont bâtir ce que le patron ou la direction va voir s'attend. au final, Voilà. au niveau global. Il faut vraiment s'investir, s'engager dans cette action-là. Puis tu as nommé quelque chose d'intéressant au niveau des objectifs de l'organisation. Je pense qu'un professionnel de l'approvisionnement aujourd'hui, si on veut qu'il soit dans une bonne posture, doit d'une manière ou d'une autre aligner ses objectifs de fonction avec ceux de l'organisation. Je dis ça parce qu'encore aujourd'hui, puis j'ai des commentaires de professionnels qui sont un peu frustrés en quelque sorte, disant on a fait tous ces projets-là, puis j'ai pas l'impression que c'est reconnu. Mais la question qui tue, c'est quel objectif de l'entreprise c'est venu servir? Oui. Et là, souvent, ça fait un silence radio. Puis là, je me dis, c'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie. On a mobilisé des ressources pour travailler sur ces projets-là, mais c'est pas ceux-là qui font la différence. Ça, c'est primordial aussi. Et ils ne font pas la différence parce qu'aux yeux de la direction, c'est pas vers là qu'on veut s'en aller tout de suite. C'est pas ça dont il y avait besoin. Peut-être plus tard. Ouais. Tu sais, le timing, là, pour nous autres, c'est bien, bien important parce que ça arrive dans l'industrie ou ça arrive dans le marché. Ouais. En tant qu'approvisionneur, on dit hey, ça, c'est une bonne idée, puis ça va fonctionner, puis ça va aider l'entreprise à être meilleure. Mais pour l'instant, c'est pas sur ça qu'on doit concentrer. Tu sais, on dit souvent dans tes agendas, qu'est-ce qui est urgent puis qu'est-ce qui est important. Ouais. Alors, au niveau de la direction, c'est quoi qui est important? C'est quoi? Pour l'instant, cette année, en 2024, qu'est-ce qu'on veut réaliser? Et nous, en tant qu'approvisionneurs, on doit participer à cette réalisation-là. Peut-être qu'en 2025, ça va être exactement le projet que nous, on avait en tête, mais pas cette année. Parce que pour il faut cette le année, positionner au bon moment. Puis voilà. c'est vrai que tu sais, un des conseils qu'on pourrait donner ici, c'est qu'il faut absolument s'assurer qu'un responsable, que ce soit une équipe de 2, de 3, de 4, peu importe, ou de 20 ou de 30, il faut vraiment que les objectifs de la fonction soient collés aux objectifs de l'organisation. Oui. Puis si on les a pas, il faut aller les chercher. Oui, c'est si ça. on n'est pas, malheureusement, on se retrouve dans une position, on n'est pas sur les comités de direction ou la planification stratégique. Il faut les demander parce que sinon, on pourra pas aller chercher les alliés pour réaliser nos projets. Et la façon de les avoir, c'est d'expliquer ce qu'on vient de dire. Comment est-ce que je peux vous aider si je ne le comprends pas? Oui. Comment est-ce que je peux vous aider à avoir des meilleurs volumes si je n'ai pas les chiffres, si je n'ai pas les volumes? Tu sais? Alors, on ne les accuse pas de rien, mais on leur dit juste, je veux vous aider, mais je n'ai pas les Aidez-moi à vous aider mieux. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Et c'est très rare que si tu ne fais pas ça, que tu n'auras pas une réponse positive. Quand tu demandes à quelqu'un, dans la vraie vie, c'est la même chose. Quand tu demandes à quelqu'un, j'aurais besoin de ton aide. Puis moi, je m'en sers souvent. À la direction, avec les entreprises, avec les clients. C'est rare que les gens disent non. Hein? Très rare. Surtout s'ils savent pourquoi on a besoin de cette aide-là. Ils ont eu des mauvaises expériences avec toi, peut-être que oui, là. mais si ça va bien puis tu as une belle relation avec ces personnes-là, ils veulent t'aider. C'est valorisant. Absolument. C'est valorisant de participer à ce genre de choses-là. Si on parlait un peu de la gestion des émotions, Denis, parce qu'il faut se le dire, un professionnel de l'approvisionnement, il est souvent squeezé, là, pardonnez-moi l'expression, entre l'arbre et l'écorce, entre je veux faire telle chose, entre je veux positionner un nouveau fournisseur, un nouveau produit ou un nouveau service, tu l'as mentionné, et des utilisateurs qui sont, eux, peut-être frustrés, insatisfaits, ça marche pas. On est souvent dans une position où on doit gérer un peu ce qui se passe comme problématique à l'inverse, à l'interne, la crise, versus pas perdre la face aux fournisseurs. Parle-nous-en donc un peu de l'importance de ça. Tu sais, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé encore là, il y a quelques années. Puis même, j'étais nouveau, là, tu sais, j'étais le directeur des achats dans cette compagnie minière-là. Puis le directeur de la mine arrive, puis les masses en l'air, fâchés. Il était 7h moins quart le matin. Il rentre dans mon bureau. Je le connaissais pas. Je venais d'arriver, ça faisait 2 jours. On s'était pas rencontrés encore. Un bel accueil. Ben oui, fait que là, il rentre dans mon bureau. Puis lui non plus, il me connaissait pas et vice-versa, là, tu sais. Fait qu'il rentre, puis il se met à crier, puis vraiment fâché, là, tu sais. Il était frappé sur mon bureau, puis tout ça. Fait que là, la première réaction humaine, en tant qu'homme, c'est de te lever puis dire presque faire la même chose, là, tu sais.
Mais je me suis levé debout, puis là, on dirait que je me suis vu faire. Fait que j'ai été capable de me contrôler en lui disant, écoute, un instant, là, on s'est même pas rencontrés encore. Moi, c'est Denis, toi, c'est... Puis là, il m'a dit son nom. On dirait que là, ça l'a surpris un peu. Puis après ça, j'ai dit, écoute, je comprends ce que tu dis. J'écoute ce que tu dis, pardon. J'ai dit, j'écoute ce que tu dis, mais je comprends pas ce que tu dis. Parce que ton problème, j'ai pas été sous terre. J'arrive, là, j'ai pas été du tout. C'est ça. J'aimerais que tu me montres le problème que tu me racontes, parce que c'était des morceaux qu'on n'avait plus en inventaire, puis on aurait dû avoir en inventaire. C'était dramatique. Et c'était dangereux sous terre. C'était très, très dangereux. Donc... il était encore très, très fâché. Il dit, oui, mais il dit, c'est correct, je vais te le montrer. Tu sois là à 5 heures, 5 heures demain matin. Puis on va descendre sous terre. 5h moins quart, j'étais là, tu sais. Fait que là, on est descendu sous terre. Puis là, il m'a montré, j'ai vu l'ampleur du danger. Sérieux, là? Du danger. Les gens, ça aurait pu s'effondrer. Le sous-terre aurait pu s'effondrer. Des employés auraient pu être là. Et on aurait eu des morts. Donc, lui, il avait la responsabilité, quand tu comprends... Lui, il avait l'émotion, là. Absolument. Et la responsabilité de dire, si jamais il arrive quelque chose, c'est moi qui est responsable, c'est l'entreprise qui va être responsable d'avoir tué du monde. Donc, j'ai embarqué dans son problème. J'ai compris son problème. J'ai vu l'ampleur de son problème. Et là, ensemble, on a pu trouver des solutions. Alors, j'ai mis seulement... Tu sais, c'était tout dans les systèmes informatiques. On ne devait pas en manquer, mais le système informatique avait manqué. J'ai mis une personne physique à tous les matins aller voir dans la cour pour être sûr que ce matériel-là était là. On n'en manquait pas. On n'a jamais manqué pendant le temps que j'étais là. Mais moi, j'ai été marqué aussi, là, tu sais. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, les émotions. Les émotions, on ne veut pas embarquer pour répondre puis se fâcher avec le client parce que c'est le client. Et on aimerait que lui fasse la même chose avec nous. Des fois, ça n'arrive pas, là, tu sais. Mais en même temps, nos émotions vont également nous permettre de voir l'importance pour l'entreprise. Tu sais, on a besoin de nos émotions, d'embarquer dans ses problèmes, de voir qu'est-ce qu'il a besoin comme solution. Comment, lui, à 5 heures du matin, quand il se lève et qu'il voit cela, moi, si j'aurais été là, comment j'aurais réagi. Donc, les émotions, on peut s'en servir à bon escient sur nous pour nous impressionner. Et moi, on est aujourd'hui là, je t'en parle, puis j'avais 25 ans quand c'est arrivé. Et je t'en parle encore avec émotion. C'est resté accroché. C'était un vécu. Là. C'est vraiment un vécu ressenti. Et cette personne-là, je la rencontrerai aujourd'hui, puis j'en ai entendu parler là, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. J'ai retourné faire un projet en Abitibi. Puis cette personne-là est rendue à sa retraite, puis tout cela. Il parle encore de moi. Et il raconte l'histoire que je viens de te raconter. Alors, les deux, on a été marqués. Donc, ça l'a frappé positivement aussi. Mais on a travaillé ensemble après ça, comme des collaborateurs très, très, très proches. Ouais. Donc, se servir de nos situations qui arrivent à tous les jours, au lieu d'embarquer dans l'émotion négative, au lieu de se fâcher et embarquer puis amplifier la situation, notre rôle en tant qu'approvisionneur, c'est de prendre l'émotion, mais pour pouvoir comprendre. Embarquer dans son émotion, comprendre ce qui se passe. Mais tu sais, on est vraiment dans de l'intelligence émotionnelle, puis on pourrait faire un balado là-dessus parce que c'est vraiment important. Mais tu sais, on parle de nos clients à l'interne. Moi, j'aurais des expériences aussi où j'ai vu de mes yeux des mauvaises réactions de professionnels de l'approvisionnement face à ses fournisseurs. Absolument. Tu sais, sentir la pression de ses clients internes là, pour différentes raisons, qui veulent tout arracher parce que ça fonctionne pas, parce que c'est problématique, un peu comme ce que tu viens de décrire. Mais le professionnel de l'approvisionnement mal gérer ça et s'attaquer aux fournisseurs. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, faut essayer de maintenir la relation puis trouver la solution parce que c'est toujours des expériences épouvantables. Là. Le fournisseur, il se braque, premièrement. Il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Donc, c'est aussi faire attention. Puis, on est, nous, je pense, dans un contexte où ça peut arriver. Absolument. Parce qu'on est vraiment à la soupape, puis à l'interne, quand ça ne fait pas, on le sait. Voilà. Mais il ne faut pas juste se retourner face aux fournisseurs puis faire la même chose. Non, parce qu'on a besoin des fournisseurs. Il faut trouver des solutions. Il y a 2 choses. Un, on a besoin des fournisseurs, parce que c'est ça la nature. Mais aussi, l'autre côté, c'est un humain. Oui. La réaction qu'on a réagi, comment on aurait réagi si nous, on aurait fait la même chose, si eux auraient fait la même chose vis-à-vis nous, tu sais. Oui, effectivement. Donc tu sais, on a encore le temps, juste donner un petit exemple. Oui, vas-y. Qui est relié à l'humain, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a une personne qui se levait le matin, puis en se levant, accroche son orteil sur le côté du lit. Ouch! Oh, puis là, ça fait mal, tu sais, il était de bonheur, il s'en allait au travail. Puis là, finalement, il rentre dans la douche, glisse sur le savon, tombe, puis il se casse, se frappe la tête. Pas le même matin Le même matin, toujours, là, tu sais, là, ça va au cérémonial
céréales, plus de céréales, tout ça. Il arrive au bureau, sa secrétaire ne pouvait pas être là parce qu'elle avait des problèmes avec ses enfants, tout ça, donc elle n'avait pas eu de secrétaire de la journée. Il arrive au lunch, il n'y avait plus ce que c'est que lui mangeait. Dans l'après-midi, un fournisseur était supposé devenir, finalement, se présente pas. Une bonne journée, finalement. Une journée de merde. Il arrive à la maison, il rentre dans la maison, on ouvre la porte, rentre dans la maison, le chat passe, il sac un coup de pied, sac un coup de pied, mais il donne un coup de pied au chat. Est-ce que le chat avait fait quelque chose? Oui, c'est ça. Et souvent, nous, si on pense comment que les fournisseurs ou nos clients à l'interne réagissent, c'est vraiment comme ça. C'est que c'est pas de notre faute, mais c'est aussi pas de leur faute parce que ça arrive à nous. On est le dernier maillon de la chaîne. Là, et souvent, c'est ce qui arrive. Donc, si on garde cette image que je viens de raconter en place, moi, ça m'a toujours aidé. Quand quelqu'un est rentré dans mon bureau, comme le monsieur que je t'ai raconté tout à l'heure, ça m'aide à voir qu'il y avait d'autres soucis. Il y avait d'autres problèmes personnels. Ça cache autre chose, souvent, ces réactions-là. Là. Je dirais à 99,9%. C'est jamais ce problème-là. Ça, c'est juste le dernier point, que nous, on reçoit, là, mais il est arrivé un paquet d'autres choses que ça va pas bien pour lui, sa journée. Là, ou, ben non, ça fait peut-être 6 fois qu'il le dit aux achats, puis les achats le font pas. Puis toi, t'es le gars qui vient voir, ou la personne qui vient voir. Là, donc, au niveau émotionnel, on a besoin de gérer les émotions émotionnelles personnelles avec les émotions émotionnelles professionnelles. Ouais. Les deux sont jumelés. Puis surtout dans notre environnement où on est en rapport avec des fournisseurs, là, ça peut être... moi, j'ai vu des situations épouvantables, des gens qui ne pouvaient plus se parler du tout. C'est comme... C'est contre-productif, ça, c'est clair. Écoute, Denis, c'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on aborde 2 petits sujets en terminant. Le premier, ce serait celui de la relève. On est évidemment dans cette fonction-là, on est un peu l'objet de beaucoup de perceptions, bonnes ou mauvaises, puis souvent c'est ce qu'on retient. Comment on fait pour attirer la relève, les jeunes dans les métiers de l'approvisionnement? Parce que, très honnêtement, c'est pas nécessairement très attractif en ce moment, la façon dont on présente ça. Quand on est dans cette fonction-là, puis qu'on peut maturer, puis prendre de l'expérience, il y a des choses, je pense, qu'on peut développer de façon intéressante. Mais la relève, qu'est-ce qu'on leur dit pour s'intéresser à cette fonction-là? Mais moi, je trouve qu'il faut... Tu sais, dans la vie, je dis souvent aux gens, il faut raconter l'histoire. Si tu dis, moi, je suis un approvisionneur professionnel, je suis assis à mon bureau, puis j'ai des clients qui viennent me voir, puis j'achète du matériel, puis je négocie du matériel avec lui, ben, c'est pas trop glamour, c'est pas trop attirant. Mais quand tu parles avec moi, puis que je te raconte mes histoires, ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé dans la vraie vie, les vrais clients, les vrais problèmes, tout le monde va être intéressé par cela. Je parle avec des jeunes, moi, présentement, là, qui ont 19 ans, 20 ans, ils sont juste des stagiaires qui viennent travailler chez nous, puis ils s'assoient avec moi, juste pour entendre mes histoires. Ouais. Puis là, ils se disent, waouh, ce gars-là, il est dans l'approvisionnement, ça fait 40 ans qu'il est là. Ça peut se produire, cette situation-là. Il a l'air d'avoir la même émotion qu'il avait quand il était au début. Il a l'air d'aimer ça. Ça a l'air d'être une job qui est le fun. Si tu ne leur vends pas cela, cette histoire-là, que c'est vrai que c'est plaisant, c'est un privilège qu'on a d'être dans cette position-là, ce qu'on parlait tout à l'heure. Là, c'est une position vraiment privilégiée, mais il faut avoir de l'émotion quand on en parle. Pas seulement parler des problèmes, naturellement, mais parler des solutions, puis de la vie qu'on a vécue. Et je trouve qu'au niveau ressources humaines, c'est pas pour jeter la pierre au niveau ressources humaines, mais souvent, on a des formats de faits. On va dans le marché et on va chercher, la plupart du temps, le même profil. Autant en tant qu'approvisionneur, en tant que directeur des achats ou le niveau d'approvisionnement, pourquoi ne pas changer de profil? Un jeune qui arrive, ou quand tu parles des jeunes qui se présenteraient ou qui seraient intéressants, qui ont un profil complètement différent. Ils n'ont pas d'expérience d'achat, ils n'ont même pas d'études vis-à-vis cela, mais ils ont une autre expérience qui pourrait participer à l'équipe qu'on a. En tant que directeur des approvisionnements, moi, je regarde souvent, c'est comme j'ai un genre d'équipe de hockey, ça prend pas tous des acheteurs pareils. Non, tu as tout à fait raison. Puis l'aspect du recrutement, c'est aussi quelque chose, je pense, qui doit être revisité. Je pense. J'ai reçu quelqu'un, pas très longtemps, François Valère, est venu nous expliquer comment elle les motive, ces jeunes, puis comment elle leur donne des défis. Tu sais, elle nous expliquait que je leur confie des défis à la hauteur de leurs attentes puis de ce qu'ils veulent en développer de ces défis-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le type de profil. Il faut sortir un peu de nos patterns, là, si je peux dire, pour
recruter dans des secteurs différents, recruter peut-être des formations différentes. Je pense que ça peut contribuer effectivement à diversifier nos compétences puis faire en sorte qu'on puisse pallier. Parce que là, il y a des défis quand même intéressants. On parle de la relève. Il y a beaucoup d'outils, là, à intégrer, ceux qui sont techno un peu, là. Ça s'en vient. Il y a plein de solutions dans le cloud. Il y a plein de solutions qu'on peut utiliser aussi. L'intelligence artificielle s'en vient aussi. Voilà. Il y a quand même des créneaux d'outils qui peuvent servir l'approvisionnement. Et on va en avoir besoin au niveau approvisionnement. Bien sûr. Et nous, en tout cas moi... Nous, il est un peu tard, là. C'est ça que je parlais pour dire. Tu sais, demande-moi de développer l'intelligence artificielle puis d'améliorer l'approvisionnement en se servant de cela. Ben, je vais peut-être aller à un certain bout, là, mais pas plus. Ouais, mais un jeune qui est dans ça, qui en mange, qui adore ça, on a besoin d'eux autres. Ouais, exactement. On a besoin qu'ils s'incrustent au travers de nous pour nous aider. Puis dans les compétences de base pour le recrutement, ben, tu sais, on en a parlé, là, on en a parlé pleinement de ce que ça prend en gestion des émotions, ce que ça prend en prestance. On dit il faut être capable de prendre sa place, refléter l'image qu'il faut. On veut sortir des sentiers battus. On veut pas avoir l'air de la personne rigide, inflexible, qui travaille pas avec ses clients internes. Voilà. Fait qu'il y a des compétences de ce type-là qu'on peut retrouver dans plein d'autres fonctions ou dans plein d'autres activités professionnelles aussi. Donc, faut être... Je me souviens, je t'avais donné l'exemple, excuse, je te coupe, mais je t'avais donné l'exemple de la personne qui avait 2 gyms, des gros gyms, là, tu sais, pour faire de l'exercice. Là, les gens, fait qu'il y avait ça depuis 18 ans. Un entrepreneur, alors. Oui, c'est un entrepreneur, c'est ça, exactement. Puis il faisait un très, très bon travail, mais il était fatigué de gérer la clientèle, tout cela. Fait que finalement, j'entends parler qu'il voulait faire d'autres choses et que quelque chose comme dans l'approvisionnement que Denis fait, c'est quelque chose qui m'intéresserait, tu sais. Fait que les ressources humaines, quand j'ai reçu les CV, quand je recherchais quelqu'un, naturellement, son nom n'était pas dedans. Fait que là, j'ai approché les ressources humaines, puis je leur ai dit, il y a un certain... Eux, ils l'avaient pas retenu du tout. Ben, il avait appliqué, mais il l'avait pas retenu. Exactement. Alors, j'ai dit, non, je veux le rencontrer. Ben non, mais il n'y a pas le profil, tout cela que nous, on recherche. Moi, je veux juste voir la personne. En tant que personne, il m'intéresse. Finalement, faire une longue histoire courte, je l'ai engagé. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, il est directeur d'approvisionnement. Alors, il n'avait jamais fait ça de sa vie, là, jamais. Mais il y avait une notion finance, il y avait une notion service à la clientèle, il y avait une notion se débrouiller, c'est un entrepreneur. Donc, c'est ces éléments-là, en fait, qu'il faut aller chercher, puis il ne faut pas hésiter à promouvoir ces compétences-là chez la relève aussi. C'est-à-dire, c'est ça qu'on a besoin. Si vous avez ça, si vous avez le goût. Écoute, c'est vraiment formidable. Moi, je trouve qu'on a fait un beau petit tour d'horizon là-dessus parce que c'est important. C'est important de prendre sa place, de la prendre correctement aussi. On ne veut pas celui qui est l'empêcheur de tourner en rond. Non. Mais on veut être celui qui veut avancer les choses, qui vraiment apporte une vraie valeur à nos organisations. Je pense qu'on a fait un beau tour. Je pense qu'on va retenir beaucoup de choses de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Denis, vraiment, je te remercie. Grand plaisir. Ta générosité. Merci. Et ton humour, c'était intéressant. Des belles histoires aussi. Merci à toi. Ça me fait un grand plaisir. J'espère qu'on se revoit bientôt. Merci, Denis. À plus. Bye-bye. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.